C'est les 18h03. Alors bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Comme vous avez pu constater, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de webinaire. On en a fait à peu près toutes les semaines pendant la première phase de confinement. Et puis après, on a été extrêmement occupés parce que je vous le rappelle, notre métier, c'est la gestion de crise et la gestion de la communication de la crise. Nous sommes l'agence EHEA. Et je m'appelle moi-même Emmanuelle Hervé, donc je vous souhaite la bienvenue. Et mon invité ce soir est Stéphane Roussier, qui va se présenter et qui est un spécialiste en management de crise, mais des entreprises en difficulté, ce qui ne va pas tarder à être quand même un sujet assez récurrent qui touche beaucoup de personnes. Donc, peut-être pour introduire le sujet, pour faire peut-être un clin d'œil au titre de ce webinaire, qui est la prospective, donc le mur de la dette. On constate aujourd'hui, enfin en année courante au 1er octobre, que cette année, finalement, il y a pratiquement un peu plus de 25% de moins de procédures collectives, mais Stéphane va en parler un peu plus longuement. Il y a à peu près 25% de procédures collectives en moins par rapport à l'année dernière. Ça peut paraître curieux. D'aucuns diront que la mise sous perfusion de l'État des entreprises ne fait finalement que, enfin c'est ça qui occasionne cette diminution des procédures, en tout cas judiciaires. Et peut-être ça qui va nous amener, et Stéphane va nous en parler, au fameux mur de la dette auquel il va falloir faire face probablement vers le printemps prochain. Alors, voilà un peu le sujet du soir. Ma contribution va être de dire, je vais le dire maintenant, puis je vais le redire, puis je vais le redire en conclusion, dans notre métier de communication de crise et de gestion de crise, il est absolument fondamental de combattre un des biais cognitifs les plus fréquents et les plus ennuyeux, qui est le déni de la situation, qui est aussi lié à la crainte de ne pas vouloir, enfin une espèce d'attentisme qui finalement peut être assez morbide, parce qu'on n'aime pas dire que notre entreprise est en difficulté, parce qu'on veut pas forcément vraiment le savoir non plus. Et on est dans une communication qui n'est pas franche, qui est au mieux floue, et ça n'a jamais sauvé les choses. Donc toute l'idée, tout le travail, pendant que vous allez travailler avec des gens comme Stéphane ou d'autres, des gens du chiffre, etc., à redresser votre entreprise ou à la retourner, toute l'idée va être véritablement de conserver la confiance vers vos parties prenantes. Et pour conserver cette confiance, le pire serait de ne rien dire, voire de dire des choses vagues. Donc, en fait, ce discours de la vérité va être le seul discours possible. Et c'est vraiment mon conseil du soir, ce que je vous encourage, la posture et l'unique stratégie que je vous encourage à tenir. Voilà, donc je vais passer la parole à Stéphane qui va se présenter tout seul, parce qu'il fera ça bien mieux que moi, et qui va vous parler donc un petit peu de prospective et beaucoup de choses à mettre en place si jamais votre entreprise est aujourd'hui en difficulté. Je laisse la parole à Stéphane. Bonsoir à tous. Merci Emmanuel d'avoir organisé ce webinaire. Je suis donc Stéphane Roussier, je dirige le cabinet SRF Conseil à Paris. On intervient sur toute la France pour accompagner les patrons d'entreprises qui se trouvent dans des situations de difficulté. Et par entreprise, il faut comprendre petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises. Toutes les entreprises connaissent un jour ou l'autre des difficultés. C'est un point important, ça. Toutes les entreprises connaissent un jour ou l'autre des difficultés. C'est un point que je soulignerai tout à l'heure encore dans la présentation, mais sur lequel j'insiste dès à présent. La culture judéo-chrétienne latine est assez… le droit à l'échec dans cette culture judéo-chrétienne latine n'existe pas vraiment. Le manager qui fait défaut, qui dirige une entreprise qui est défaillante, c'est un type qui va porter une tâche comme ça, qui est pas indélébile, mais qui met longtemps dans notre culture à disparaître. C'est le type qui s'est planté. Et on dit le mot planté. C'est pas un beau mot, mais c'est le mot qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui a eu un problème. Et c'est pas juste du tout pour deux raisons. La première, c'est que, une fois de plus, dans nos cultures judéo-chrétiennes latines, on n'enseigne pas aux gens, aux dirigeants d'entreprise, à ceux qui font des écoles de commerce, qui font des études supérieures, on leur apprend à être des gagnants, des développeurs, des managers,
il y a toute une culture, toute une, une information là-dessus, une formation là-dessus, mais on ne leur apprend pas à faire face à une situation de crise. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de commerce qui ont un cursus spécifique. Je parle des écoles de commerce, je ne parle pas des DU de droit spécialisés sur le retournement des entreprises. Je parle des écoles de commerce dans lesquelles sont formés nos dirigeants. Mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de commerce qui expliquent que la défaillance, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la notion d'accident. On traverse la rue, on est renversé, c'est un accident. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est pareil dans une entreprise. Et en fait, la mutation technologique, la mondialisation du commerce, les modifications des modes de consommation, l'ensemble de ces facteurs, sans parler des crises exogènes comme celles que l'on peut connaître aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'une entreprise qui ne connaîtrait pas de difficultés dans sa durée de vie, elle n'existe pas. Même les plus grosses, celles qui avaient des positions de marché monopolistiques ou très, très significatives avec des capitaux propres extraordinaires. Je pense à Microsoft en son temps, dans les années 90. Je pense à Apple, je pense à Sony. Voilà, des grosses boîtes, toutes ont connu des difficultés. Et on peut vraiment penser que si elles n'avaient pas eu les fonds propres et la taille qu'elles avaient à cette époque, à l'époque où elles ont connu ces difficultés, elles se seraient probablement cassé les figures comme les copains. Donc, avoir des difficultés, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'entreprise. Pour une raison qui est évidente quand on y pense, c'est que quand on réunit des millions de cerveaux pour faire évoluer les marchés ils évoluent plus vite que la culture d'une entreprise. Et donc, fatalement, il y a un moment donné où on va surfer sur le haut d'une vague et le lendemain, on sera dans le dos de la vague et là, ça marchera moins bien. Et puis circonstanciellement, il peut se passer X et Y facteurs, un client qui disparaît, etc., et qui font que l'entreprise très rapidement peut connaître des difficultés. Donc, connaître des difficultés, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qu'on peut finalement qualifier de normal dans la vie d'une entreprise. Voilà, donc mon métier, le métier d'SRF Conseil depuis maintenant 15 ans, ça a été d'accompagner des entreprises d'à peu près toutes les tailles et comme on le verra tout à l'heure, d'à peu près tous les secteurs d'activité, parce que le processus, la méthodologie de gestion de crise, celle qu'on n'apprend pas à l'école finalement, mais qui est le fruit de l'expérience, 15 ans d'expérience, et ben voilà, ça s'applique à toutes les tailles d'entreprise et on verra tout à l'heure que c'est assez indifférent en fait du secteur d'activité qui plus est. Voilà pour ce qui est de me présenter, Emmanuel. Ah ben là, il faudra que tu remettes ton micro. Merci beaucoup, j'ai mon téléphone qui chouine tout le temps. Merci beaucoup pour cette présentation très, très convaincante en tout cas de ton métier. Alors, un petit peu de prospective peut-être, que penses-tu de mes chiffres? Voilà, une baisse curieuse des procédures collectives en cette fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce aussi simple que ça? Est-ce que c'est juste la perfusion, les PGE, etc. Ou est-ce qu'il y a des raisons plus techniques en fait, qui expliquent ce phénomène et surtout à quoi s'attendre en fait? Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet des chiffres aujourd'hui et des procédures aujourd'hui, puis il y a effectivement la perspective. Alors, tu dis moins 25%, le chiffre exact, c'est moins 30%, c'est-à-dire qu'il y a moins 30% de procédures qui ont été ouvertes aujourd'hui au tribunal de commerce que l'année dernière à la même époque. Alors, on pourrait se dire, alors tout va bien. Bon, ce chiffre, il faut évidemment le décortiquer pour bien comprendre ce qui se passe. D'abord, moins 30%, c'est moins 30% sur les procédures judiciaires, pas sur les procédures amiables qui, elles, sont en augmentation d'à peu près autant. Ça encore, on va le décortiquer. Simplement, je rappelle un chiffre générique, c'est que des procédures, il y a à peu près 60 000 procédures qui s'ouvrent en France par an, en moyenne. C'est entre 50 et 60 d'une année sur l'autre. Et le chiffre médian, c'est 55, 60 000, c'est à peu près le nombre de procédures. Donc, quand on dit moins 30%, on voit bien que c'est significatif quand même. Ce n'est pas juste une poignée d'entreprises. Alors, moins 30% de procédures judiciaires qui s'ouvrent. C'est ce que disait Emmanuel. Elles ont touché du cash, le PGE, elles ont repris charge. L'URSSAF a reçu des instructions très claires de ne pas engager de poursuite. Les procédures judiciaires sur 3 ouvertes sont ouvertes à l'initiative de tiers, pas du dirigeant. Dans un tiers des cas, c'est le dirigeant qui engage la procédure parce qu'il est en cessation des paiements. Mais dans 2 tiers des cas, ce n'est pas ça le cas. Ce qui se passe, c'est que ce sont des tierces parties,
Et très, très fréquemment, l'URSSAF, qui engage une procédure au tribunal de commerce, une procédure judiciaire à l'encontre d'un créancier, enfin, d'un débiteur, pardon, et il engage cette procédure auprès du tribunal de commerce. Et là, tout de suite, on est dans une procédure judiciaire. Hein, et on est en redressement judiciaire systématiquement. Or, précisément, l'URSSAF a reçu des instructions très claires de ne pas engager de poursuite et ben voilà, de reporter les échéances, de négocier avec les entreprises des étalements, etc., etc. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de procédure engagée par des tiers, en tous les cas des tiers d'État, à l'encontre des entreprises qui feraient défaut de paiement de leur cotisation ou de leur créance à terme. Voilà, donc ça explique une chose. Et puis l'autre chose qui explique cette baisse du nombre des procédures judiciaires, c'est ce que tu disais, c'est les PGE, c'est les reports de charges, etc. L'ensemble de ces décalages qui font que les entreprises, même si elles n'ont pas d'activité, le chômage partiel, évidemment, j'oubliais bien sûr, même si elles n'ont pas d'activité ou une activité affaiblie, ben, elles ont du cash. Et quand on a du cash, on revient un peu au système de, enfin, point que j'évoquais tout à l'heure, Emmanuel, à savoir l'anticipation, le déni, etc. Même quand on a du cash, on n'est pas tenté d'aller ouvrir une procédure au tribunal de commerce, évidemment. Malheureusement, peut-être, dans certains cas, où quand on a encore du cash, il est peut-être temps d'aller protéger des actifs, etc. On en parlera plus tard. Donc voilà, toutes ces raisons font que le nombre de procédures judiciaires a substantiellement chuté, 30%. Mais dans le même temps, les procédures amiables ont augmenté d'à peu près autant. Et ce qui est intéressant quand on analyse les procédures amiables, c'est qu'on se rend compte que le profil des entreprises qui ont ouvert des procédures amiables ces derniers mois a changé lui-même. Ce sont des entreprises plus grosses qu'auparavant. Le tribunal de commerce, lui, tient une comptabilité du nombre d'emplois. Parce que je vous rappelle que l'objectif numéro 1, et de loin, du tribunal de commerce, c'est de sauver l'emploi. D'où la logique de l'ensemble de ces procédures d'ailleurs. Et donc, ils tiennent une comptabilité du nombre d'emplois qui sont mis en cause par les procédures. Et dans le cadre des procédures amiables, on observe que les entreprises qui viennent en procédure amiable ces derniers temps sont les entreprises qui sont plus grosses et qui sont de plus gros employeurs que ce n'était le cas par le passé. Et ça aussi, il y a une explication technique à la chose. Je ne rentrerai pas dans un cours de droit, mais il s'agit là d'une ordonnance qui date du 20 mai 2020, donc très récente, hein, qui a été passée, cette ordonnance, spécifiquement pour traiter la problématique des défaillances d'entreprises pendant la crise Covid. Et cette ordonnance, transforme substantiellement la procédure de conciliation en lui donnant pratiquement les mêmes attributs techniques que la procédure de sauvegarde qui, elle, est une procédure judiciaire. Procédure de conciliation, on est dans l'amiable, procédure de sauvegarde, on est dans le judiciaire. Et donc, la procédure de conciliation, du fait de cette ordonnance du 20 mai 2020, est dotée d'attributs techniques qui permet aux conciliateurs, alors même qu'on est dans une procédure dite amiable, vous allez voir le paradoxe, qui lui donne les outils de contrainte des créanciers. C'est-à-dire que le conciliateur, dans le cadre du fait de cette ordonnance, a la faculté de tordre le bras des créanciers, un peu voilà, pour sauver l'entreprise et sauver l'emploi. Alors voilà, donc ça augmente substantiellement le nombre des procédures amiables et ça diminue substantiellement le nombre des procédures judiciaires. Voilà un petit peu l'explication de ces chiffres. C'est beaucoup plus clair, du coup, voilà, il fallait distinguer les deux. Fallait juste le dire. Voilà, merci beaucoup. Et alors, venons-en justement à cette prospective, ce mur de la dette, ce tsunami. Qu'est-ce que tu vois venir? Et puis, quelles sont les mesures? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant tout de suite? Qu'est-ce qu'il faut regarder? À quoi il faut s'attacher aujourd'hui quand on est un chef d'entreprise pour eh bien justement ne pas s'épargner le plus possible ou en tout cas ne pas se casser la tête contre le fameux mur. Alors là, je sors ma boule de cristal, évidemment. Non, on va essayer d'être un peu plus sérieux que ça. Il y a deux écoles. En fait, on entend deux discours aujourd'hui. Alors, c'est très, très drôle. Parce que d'un côté, on entend le discours de l'administration, et pas de l'administration politique, mais de l'administration opérationnelle, des techniciens de l'administration. Et d'un autre côté, on entend le discours du marché et des entrepreneurs. Et ce n'est pas le même discours du tout. Le discours de l'administration, auquel moi, je ne souscris pas, mais que je vous relate quand même, le discours de l'administration, c'est de dire, je synthétise, de même qu'il nous a été capable, grâce au PGE, grâce au chômage partiel, grâce au report de charges, de même qu'il nous a été capable finalement d'arrondir la crise du cash et de faire en sorte que
cette espèce de d'hécatombe d'entreprises qu'on attendait en septembre ne se produise pas. Car je vous rappelle que le mot d'ordre en septembre, c'était qu'on allait voir les arbres tomber. De même que les mesures qu'on a su mettre en œuvre à cette époque-là ont permis finalement d'arrondir cette situation et précisément de ne pas faire une crise du cash et un monceau de défaillances d'entreprise du fait de la crise du cash. De la même façon, disent-ils, on ne verra pas non plus un mur de la dette parce qu'on prendra les mesures pour arrondir ce mur de la dette et en faire plutôt une vaguelette longue dans le temps, mais pas haute dans l'impact. Alors ça, c'est un discours technocratique. Honnêtement, si ça se passe comme ça, c'est pas plus mal, hein. Mais au fond, j'y crois pas tellement. Et moi, je crois plutôt, je serais plutôt tenté de croire, disons, à la vision entrepreneuriale qui, elle, est un petit peu différente et qui est tout aussi technique, mais plus inquiétante, et qui consiste à dire, c'est assez simple, hein, PGE, report de charge, ça s'appelle de la dette. Voilà, les entreprises françaises sont historiquement assez pauvres en fonds propres, et donc les entreprises françaises se développent et se sont toujours développées avec de la dette. Ce qui fait qu'avant le PGE, enfin avant le Covid, pardon, elles avaient déjà de la dette. Donc c'est de la dette qui est venue sur de la dette, d'entreprises dont les fonds propres ne sont pas extraordinaires. C'est une des caractéristiques moyennes des entreprises françaises, malheureusement d'ailleurs. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin 2020, à l'exception de certains secteurs d'activité assez caractéristiques, mais finalement assez étroits, comme le commerce électronique, hein, comme la vente en ligne, beaucoup qui a profité de la crise, évidemment, mais rares sont les secteurs qui ont profité de la crise. En revanche, nombreuses sont les entreprises qui en ont souffert. On peut imaginer assez facilement que leurs résultats 2020 ne vont pas être terribles, pour ne pas dire mauvais. Donc voilà, la situation, elle est simple, hein. D'un côté, on a des comptes 2020 qui vont sortir et qui seront pas bons, voilà, probablement en perte. Voilà. En tous les cas, rien qui va arranger les fonds propres de l'entreprise, puisque la perte s'impute sur les fonds propres, évidemment. Et d'un autre côté, dans le même temps, elles auront accru leur niveau de dette par le PGE et par les reports de charges, notamment le SAF dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est vrai aussi avec la TVA, d'ailleurs. Voilà. Donc, on a une montagne de dettes on a une pile de dettes qui s'est accumulée dans l'entreprise d'un côté, quand dans l'autre côté, son exploitation a flanché en 2020, ce qui est tout à fait compréhensible dans le contexte, et donc des fonds propres qui ne vont pas s'améliorer. Et puis, il y a un ratio auquel les banquiers et les financeurs sont historiquement attachés, ça, on ne leur fera pas lâcher le ross, qui est le ratio dette sur fonds propres. Dette sur fonds propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre capacité d'emprunt. Voilà, c'est la capacité d'emprunt de l'entreprise. Comment est-ce qu'on l'analyse? On regarde sa dette, on regarde ses fonds propres, et on dit, oui, ce gars-là, il est crédible, il n'est pas crédible, et puis on regarde ses résultats sur les 3 dernières années, ça conforte ou ça conforte telle hypothèse ou telle autre. Et c'est aussi ce qui fait le rating de la Banque de France. C'est-à-dire que votre capacité aussi à emprunter, votre capacité aussi à avoir de l'assurance crédit, à avoir de l'assurance export, etc., etc. Donc, ça conditionne pas mal d'aspects de l'entreprise et de sa crédibilité sur les marchés. Voilà. Et ben, si on a un résultat d'être sur fonds propres qui se dégringole, et ben, on a une situation d'entreprise qui se dégringolera aussi et des entreprises qui auront de très grandes difficultés en plus, indépendamment du fait qu'elles devront faire face à leurs charges un jour ou l'autre, elles auront aussi de très grandes difficultés à pouvoir emprunter pour financer leur exploitation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, du fait de la faiblesse de leurs fonds propres, les entreprises françaises ont plutôt recours à l'endettement et à l'emprunt pour financer le développement. Voilà un peu le chat qui se mord la queue, et voilà un peu ce à quoi on peut s'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est où la perspective, il est où le rendez-vous? Il va être quand on va produire les comptes 2020, quand votre commissaire aux comptes va vous dire, ou votre expert comptable va vous dire, il faut publier les comptes. Donc, c'est au plus tard en juin. Pour les entreprises cotées, c'est plutôt en avril. Voilà, qu'à ce moment-là, il va falloir produire les comptes et où on va devoir constater comptablement une situation d'endettement majeur avec une baisse de l'exploitation, etc. Je ne redis pas ce que je viens de dire. C'est à ce moment-là que, clairement, et là, on revient à un article très simple du Code du commerce, qui est la définition de la notion de DCP, déclaration de cessation de paiement. C'est quoi la cessation de paiement d'une entreprise? C'est simple, c'est quand l'actif exigible est supérieur, c'est quand le passif exigible est supérieur à l'actif. C'est bête, mais c'est comme ça. Et ça, ce n'est pas un truc compliqué à mesurer, c'est un truc qui se mesure assez simplement.
Et c'est pour ça qu'on peut s'attendre effectivement à ce qu'au printemps prochain, quelque part entre le mois d'avril et le mois de juin, on ait une situation assez difficile. Parce que moi, je veux bien qu'on l'arrondisse, le mur de la dette. Hein. Ça serait génial, mais ça ne va pas être facile parce que repousser, repousser et repousser, dès lors que l'exploitation est financée par de la dette. Je comprends. Et donc, pour éviter cet état de cessation des paiements qui engendre en fait une obligation de démarrer une procédure et de déclaration, etc., quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses sur lesquelles il faut veiller? Alors là, ça m'amène à je crois que tu m'amènes à lancer une présentation. C'est ça ce que tu veux que je fasse? Tu peux lancer ta présentation. Je rassure tout le monde, ça ne va pas être rébarbatif. C'est un peu de technique et de tips, de choses à prendre en compte qui sont importantes. Et puis, j'en profite pendant que tu fais la manip pour te livrer la question de Saïd qui se demande quelle est la différence entre une banqueroute et une faillite. Ah, ça, vous faites référence à une terminologie qui date d'un temps ancien, Saïd. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. Simplement, la banqueroute avait, au XIXe siècle, un caractère de, comment je dirais, tout en restant politiquement correct, de fraude. Voilà. La banqueroute, c'était quelque chose qui caractérisait la notion frauduleuse. C'est un terme qui n'est plus employé aujourd'hui. On parle de faillite. Parce que jusqu'au XIXe siècle, le droit français était un droit de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on ne distinguait pas l'entreprise de l'entrepreneur. Une entreprise qui faisait défaut, ce n'était pas une entreprise qui faisait défaut, c'était un bonhomme qui était nécessairement un voyou. D'ailleurs, en fait, dans l'ancien droit des entreprises françaises, on parlait du droit de la prison. Enfin, on disait prison pour dette. Un dirigeant d'entreprise qui faisait défaut, c'était un gars qui se retrouvait en tôle, dont on saisissait tous les biens, et avec tous les biens, y compris ses biens propres, hein, pas que les biens d'entreprise, puisqu'on confondait l'entreprise et l'individu. Il n'y avait pas de différence à l'époque. Donc on saisissait tout, voilà, et avec ça, on essayait de liquider le passif. Voilà. Et ça a été la philosophie du droit français en matière de faillite jusqu'à la fin du 19e, jusqu'aux années 50, on va dire. Et puis depuis, on a appris à distinguer l'entreprise de l'individu, et depuis, on a créé différentes procédures. Voilà. Donc le terme banqueroute, c'était un terme qui voulait dire pas terrible. Le terme faillite, c'était le terme courant, si je puis dire. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que là, évidemment, on est dans un contexte extrêmement franco-français. Saïd n'est pas en France. Et d'ailleurs, je le remercie de suivre nos webinaires. Du coup, je ne sais plus où j'en suis, hein, mais c'est pas grave. Enfin, on se souvient peut-être tous de ce qui s'est passé à Dubaï quand les faillites ont été, les successions de faillites à Dubaï, qui ont fait que les gens ont dû fuir, en fait. Sinon, c'était la prison. Donc, je pense que cette notion-là, même si en France, on essaye quand même de séparer l'individu de l'entreprise, il y a quand même pas mal de pays encore aujourd'hui où il vaut mieux se sauver en courant parce que sinon, c'est de la prison ferme et c'est pas tellement rigolo, quoi. Stéphane, il faudrait que tu mettes ton PowerPoint. Là, il s'affiche ou pas? Il s'affiche, mais il ne s'affiche pas bien. Il est en page de notes. Il faudrait que tu le mettes en diaporama, s'il te plaît. Là, il est en page de notes encore? Oui, oui. Enfin, c'est ça. Ben, pourtant, je viens de le modifier. En bas à droite. Oui, mais en bas à droite, je vais. En diaporama. Là, c'est bien ou pas? Ça n'a pas bougé. C'est très étrange alors. Ouais. Alors écoutez, vous allez, comme je parlais en faisant les choses et que je suis très mauvais pour ça, je vais, hop, voilà. Là maintenant, on devrait être bon, n'est-ce pas? Ah ouais, t'es pas assez féminin, c'est pour ça, voilà. Oui, exactement. Je ne sais pas faire deux choses en même temps, je suis bien d'accord. Alors, j'ai une autre question. On est bon là? Oui, on est bon, mais peut-être avant que tu commences, j'ai Samuel qui a une question pour toi. Qui demande est-ce que tu as une idée du volume? Non, mais tu peux quand même mettre en diaporama. Est-ce que tu as une idée du volume actuel des PGE et des dettes sociales? On parle de. Alors, les dettes sociales, je ne saurais pas vous répondre, parce que je ne saurais pas vous répondre. Et je ne suis même pas certain qu'on soit capable de le comptabiliser. Je n'en sais rien. Le PGE, oui, je peux vous répondre. On est à 150 milliards d'euros
un peu plus de 150 milliards d'euros de fonds distribués aujourd'hui. Et je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire encore quelques jours, les PGE sont distribués. Hein. Voilà, donc on est à 150 milliards, un tout petit peu plus de 150 milliards aujourd'hui. Globalement, je ne dirais pas qu'il faut faire une soustraction pour retomber sur le chiffre du chômage partiel, mais globalement, les financements qui ont été mis sur la table au travers de l'ensemble des véhicules de financement, le PGE en étant un, le chômage partiel en étant un autre, on est à peu près à 270 milliards aujourd'hui en France, dont 150, un peu plus de 150 de PGE. Puis le reste, c'est le chômage partiel. Et puis, c'est toutes les aides qui ont été mises en place en région aussi au travers des CODEFI et au travers des autres véhicules d'assistance, d'accompagnement des entreprises. Il ne faut pas dire assistance, il faut dire accompagnement. Très bien. Bon, écoute, merci pour cette réponse. Alors, dis-nous un petit peu. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Le plus Non, intéressant, non, non, pas du c'est de tout, mais répondre à vos quand même. questions. Donc, vous m'excuserez si je vais rapidement sur un certain nombre de points. Je me suis présenté, donc je ne reviens pas là-dessus. On parle de crise. Juste un mot sur les signaux d'alerte de la crise. Hein. C'est très simple. L'idée, c'est que dans une entreprise, il peut se passer au jour le jour tout un tas de choses. Par exemple, une augmentation significative du poste client, ça ne veut pas dire que l'entreprise elle est fondamentalement malade. Une difficulté à atteindre le budget, ça ne veut pas dire non plus que l'entreprise est fondamentalement malade. Un changement de dirigeant non plus, etc. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand des signaux comme ça, des facteurs comme ça se passent en même temps ou dans un laps de temps court. Et c'est la survenance simultanée de plusieurs de ces facteurs qui finalement caractérise la notion de crise. Le piège, et c'est ça le point sur lequel je voulais attirer votre attention, le piège, c'est que les partenaires importants qui sont autour de l'entreprise, je pense au commissaire aux comptes, à l'expert comptable, au banquier, à l'assureur crédit, à la compagnie d'affacturage, à la société d'affacturage avec laquelle vous travaillez, ces gens-là, ils s'en rendent compte avant vous, avant l'entrepreneur. Pourquoi? Eh bien, c'est exactement le point que soulignait Emmanuel tout à l'heure, la notion du déni. Et donc, on va se dire, ouais, bon, il y a un problème, etc. Voilà, on est dans le quotidien, on essaye de régler les problèmes, mais en fait, on ne se rend pas compte que la survenance simultanée d'un certain nombre de ces facteurs, qui sont des facteurs endogènes propres à l'entreprise, c'est ça qui caractérise, au regard de vos tierces parties, c'est ça qui va caractériser le fait que votre entreprise, ça y est, elle est dans une situation d'anormalité. Ça s'appelle une crise quand ça va un peu plus loin. Voilà. Alors évidemment, quand il y a des facteurs exogènes comme ceux d'aujourd'hui, ça ne fait qu'accélérer le processus, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que dans le processus de redressement d'une entreprise, et c'est ce à quoi on va s'attacher, hein, après avoir caractérisé la crise, on va s'attacher à qu'est-ce qu'on peut faire pour, sinon l'éviter, du moins en sortir le plus vite possible. Ben, c'est de la méthode. C'est d'abord et avant tout de la méthode. Alors, il n'y a rien qui tient au hasard. On est toujours dans cette idée du déni. Un plan de redressement, vous allez le voir, c'est d'abord de la méthode et ensuite c'est un processus. Et c'est ce fameux processus que l'on n'apprend pas à l'université, que l'on n'apprend pas dans les écoles de commerce et qu'on apprend sur le terrain parce qu'on a vécu ces situations un certain nombre de fois. Moi, j'ai d'abord conduit un assez gros groupe, 4200 personnes dans 23 pays, et on a frôlé un certain nombre de fois. Et j'ai appris comme ça à gérer ces situations. Puis après ça, j'ai dirigé un fonds d'investissement spécialisé en restructuring. Et puis après ça, j'ai dirigé un cabinet qui s'occupe d'accompagnement des entreprises. Donc, c'est un capital d'expérience qui permet aussi d'avoir une vision structurée des méthodes de redressement d'entreprise. Voilà. Comme on va le voir, la recette, elle s'adapte. Elle est assez indifférente du secteur d'activité. Elle est aussi assez indifférente de la taille d'activité. Le retournement d'une entreprise, le retournement complet d'une entreprise, ça peut se découper, ça peut se manger en 3 phases. Il y a une première phase qui est vraiment la sortie de crise, et c'est ça, on va parler de ça ce soir. Okay. Il y a une deuxième phase qui sera la relance, à supposer que je sois sorti de crise, et puis il y a une troisième phase qui sera la croissance. Si on brûle les étapes, on est mort. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a un temps pour gérer chacune de ces étapes, et vous allez voir d'ailleurs qu'on ne fait pas appel aux mêmes ressources et aux mêmes ressources pour gérer la phase 1 que pour déployer la phase 2, etc. etc. Au plan pratique, il va falloir élaborer un plan de retournement. Et c'est quoi un plan de retournement? C'est la somme d'un certain nombre d'éléments dont on a besoin pour pouvoir engager l'action du retournement. Il faut les chiffres exacts et signifiants,
une analyse stratégique, un budget qui, bien sûr, sera nourri de l'analyse stratégique, hein, un plan de trésorerie adapté, un calendrier de mise en œuvre. Ça constitue un package qui s'appelle le plan de retournement. Et on va avoir besoin de ça pour aller négocier avec les tierces parties les latitudes nécessaires à l'entreprise pour pouvoir se retourner et s'en sortir. Ça, c'est le B à bas. Si on n'a pas ça, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir très raisonnablement ou en tous les cas dans un délai rapide. Et puis après ça, indépendamment des conditions sine qua non que je viens d'évoquer, il y a aussi des conditions nécessaires, qui est l'adhésion des équipes au plan. On va voir ce qui est souligné en jaune, on va rapidement le voir après, l'adhésion des équipes au plan, et puis l'expérience et la maîtrise du rôle de conciliateur, c'est-à-dire en fait l'expérience et la maîtrise de la technique de management d'un redressement, cette fameuse technique qu'on n'a pas appris à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire des chiffres exacts et signifiants? Alors là, ça m'amène à dire 2 mots sur ce qu'on appellera la business intelligence, c'est-à-dire que la première des choses dont on va avoir besoin en termes de chiffres, c'est de savoir est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas en cessation de paiement. On en parlait tout à l'heure. La cessation de paiement, c'est très simple, ça se calcule assez rapidement. Hein, c'est l'ensemble des dettes qui sont exigibles. Je ne parle pas des dettes qui sont exigées. Le droit, la lettre du droit, c'est les dettes exigibles, versus l'ensemble des actifs qui sont disponibles. Les actifs disponibles, c'est le cash, c'est éventuellement les placements qu'on a pu faire en bourse, voilà, des choses qui sont réalisables immédiatement. C'est ça l'actif disponible. Et puis en face, c'est le poste client, enfin l'ensemble des dettes de l'entreprise qui sont exigibles, c'est-à-dire ce qui est échu en quelque sorte. Voilà. La première étape, c'est de déterminer si je suis en cessation de paiement ou pas. La deuxième étape, ça va être de disposer de chiffres qui soient des chiffres exacts, des vrais chiffres. Ça suppose d'avoir une comptabilité à jour et ça suppose de faire un rapide audit pour comprendre de façon détaillée les raisons des pertes ou des sous-performances. Là encore, le déni a son rôle à jouer. On n'a pas nécessairement envie d'aller creuser là où ça fait mal, et pourtant, il faut aller creuser où ça fait mal. Il faut comprendre exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Un rapide exemple, on a traité récemment le dossier d'une chaîne de magasins, on est dans le retail, là, il y a 137, je crois, 137 magasins. Et la question, on se rend compte assez vite que tous les magasins ne perdent pas d'argent. Voilà, donc on va s'intéresser particulièrement à ceux qui perdent de l'argent. Un deuxième temps, on se rend compte qu'ils ne perdent pas tous de l'argent pour les mêmes raisons. Bon, d'accord, c'est bien. Alors, on va s'intéresser aux raisons pour lesquelles chacun d'entre eux est susceptible de perdre de l'argent, ou on constate qu'ils perdent de l'argent. Et là, ça nous a amené à creuser la notion de panier moyen, rentabilité du panier moyen. Et on se rend compte que d'un magasin à l'autre, les gammes de produits ne sont pas contributives de la même façon, etc., etc. Donc, il a fallu y aller à la pince à épiler, véritablement. Et on a finalement pu sauver un grand nombre de magasins parce qu'on a pu analyser assez finement les mesures qui étaient à prendre dans chacun de ces magasins. C'est ça la business intelligence, c'est la capacité qu'on a, à partir du chiffre générique, à aller dans un chiffre très, très spécifique, très, très analysé, en croisant 2 ou 3 niveaux. Donc, c'est des outils de business intelligence. Alors, je peux en citer 2 ou 3, hein, Report One, Microsoft Report, Emasphere, enfin, il y en a pas mal qui sont des petits outils, des outils bureautiques, hein, qui viennent se pluguer sur la compta gênée, le cas échéant sur la compta analytique s'il y en a une, évidemment sur le CRM si l'entreprise en dispose, et qui vont permettre de croiser des chiffres à 2 ou 3 niveaux, à supposer qu'on ait une compta à jour, qui vont permettre de croiser les chiffres à 2 ou 3 niveaux pour aller comprendre précisément le bobo dans l'entreprise, où ça se trouve, et être capable de conduire une action intelligente et de ne pas y aller au hasard, parce que si on y va au hasard, on se plante, et en plus, tout devient compliqué et tout se met à prendre du temps. Et le temps, on n'en a pas beaucoup dans ces situations-là. Je voudrais vous rapidement balayer la notion de, je parlais tout à l'heure du conciliateur. C'est quoi ce conciliateur? C'est le médecin généraliste qui va être capable de faire le diagnostic de situation de l'entreprise avant de faire appel à des spécialistes. Je pense qu'Emmanuel, ça tu sauras parler de ça très bien tout à l'heure. Donc le conciliateur, c'est quelqu'un qui peut intervenir en phase ante-procédure. Et je suis 2 millions de fois d'accord avec ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure, à savoir anticipation, anticipation, anticipation. Donc, ante-procédure égale anticipation. Et là, c'est des cabinets conseils comme SRF, SRF Conseil que je dirige, qui interviennent pour accompagner les dirigeants dans l'analyse et la mise en œuvre du plan de restructuration. D'accord. Ils peuvent intervenir en procédure amiable, là, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, une procédure de conciliation. Dans ce cas-là, ils sont nommés par le président du tribunal de commerce à la demande du dirigeant, toujours.
D'accord? Ça peut être un cabinet conseil comme SRF Conseil. Nous, on intervient en tant que mandataire quand l'entreprise le souhaite, ou alors c'est un administrateur judiciaire, bien sûr. En phase de procédure judiciaire, c'est plus un conciliateur, c'est un administrateur judiciaire. Ce que je veux souligner là, dans ce petit diagramme, c'est que plus on va descendre dans la procédure, plus les marges de manœuvre du dirigeant seront restreintes, et plus les marges de manœuvre de la procédure augmenteront. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le manager comme l'actionnaire, finalement, ils n'ont plus leur mot à dire. Quand on va arriver dans une procédure judiciaire, c'est vraiment l'administrateur judiciaire qui a la main sur le dossier, et particulièrement dès lors qu'on va se trouver en situation de redressement judiciaire, l'entreprise elle est susceptible d'être vendue, mise en vente par l'administrateur judiciaire. Il faut avoir conscience de ça. Et c'est pour ça que l'anticipation des difficultés, c'est vachement important, c'est extraordinairement important, parce qu'à ce niveau-là, l'entrepreneur, l'actionnaire et le dirigeant, ils ont 100% de latitude. Un peu plus tard dans la procédure, ils ont plus 100% de latitude. Et c'est plus eux vraiment qui vont décider de ce qui va se passer. Quel est le rôle du conciliateur? Je vais aller très très vite. Le rôle du conciliateur, c'est d'abord et avant tout ce qui est souligné en jaune, c'est de rechercher auprès des parties prenantes les concessions et accords nécessaires à l'aboutissement du plan de retournement. Je disais tout à l'heure que dans le cadre que du fait de l'ordonnance du 20 mai 2020, les pouvoirs du conciliateur, dans le cadre de la procédure de conciliation, ont été substantiellement accrus. Et aujourd'hui, le conciliateur a, dans le cadre de la procédure, vraiment la faculté, si on n'y est pas arrivé de façon ante-procédure, il a vraiment un outil très puissant à sa disposition. J'avance pour ne pas prendre trop de temps et qu'on ait encore du temps pour les questions et réponses. Alors ça, je pense que c'est un des points très très importants. Comment on met en œuvre un plan de redressement dans l'entreprise? On a donc établi tout à l'heure un budget, on a fait le plan de trésorerie qui va avec, on a fait l'ensemble de la documentation qu'on a évoquée. Après ça, maintenant, il faut rentrer dans le dur et passer aux actes. Et en fait, quelque part, on va rien faire d'autre que de dérouler le plan comptable de l'entreprise. Techniquement, le retournement, ça tient à 15 rendez-vous stratégiques, 15-20 rendez-vous stratégiques qu'on aura à tenir avec des tierces parties, et on a besoin d'obtenir 15 ou 20 oui, d'accord, on joue le jeu. C'est ça le plan de retournement. Sauf que ça peut conduire à des négociations un peu compliquées, un peu difficiles, et que si les tierces parties n'acceptent pas ce qu'on leur propose, c'est là où on rentrera dans le cadre d'une procédure et qu'on aura éventuellement les moyens de leur tordre le bras. Ce qui n'est pas souhaitable, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Alors, je prends 2-3 exemples rapides. On va identifier les clients principaux dans l'entreprise. D'accord? Et là, à tous les coups, c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que c'est 80-20, 80% du chiffre d'affaires se fait avec 20% du nombre des clients. On va aller voir ces clients importants. On va essayer de négocier avec eux des effets de commerce plutôt que d'être payé à 90 jours par virement, de façon à pouvoir mobiliser le poste client. On va essayer de négocier avec ses clients principaux, d'avoir des commandes d'avance, avoir un carnet de commandes si on est dans l'industrie, par exemple. Évidemment, si on est dans le retail, c'est beaucoup plus difficile, mais dans beaucoup de secteurs d'activité, on va essayer de négocier du prévisionnel, de façon à être capable de gérer nos approvisionnements de façon plus fine. Et puis après ça, on va aller voir les fournisseurs stratégiques, le deuxième poste du compte de résultat, les fournisseurs, les achats. Et pareil, c'est toujours 80-20. C'est-à-dire que 80% de la valeur ajoutée économique de l'entreprise, elle résulte de 20% du nombre des fournisseurs. On va aller voir ces fournisseurs qu'on appellera stratégiques et on va essayer de négocier avec eux une amélioration des termes de paiement. Je vais payer à 45, je vais essayer de négocier 90 pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Voilà, contre le cas échéant, la remise d'effets de commerce immédiat pour qu'eux aussi puissent mobiliser mes créances et se faire de la trésorerie s'ils en ont besoin. Je vais essayer de négocier avec eux des approvisionnements en flux tendu, de façon à ne pas supporter sur mon BFR le coût de mon stock, par exemple. Et puis après ça, toujours on descend dans le compte de résultats, je vais aller voir mes banquiers. Une fois que j'ai négocié avec mes clients principaux, mes fournisseurs principaux, avant les banquiers, je vais aller voir l'administration et notamment la CCSF, c'est-à-dire la direction départementale au sein de la préfecture qui regroupe l'ensemble des services de l'administration au niveau des créances, la TVA, le social et les impôts, la CCSF, la commission des chefs de service qu'on trouve au sein des préfectures, et je vais négocier avec la CCSF un moratoire sur
mes créances, mes dettes pardon, de TVA, dettes sociales, d'URSSAF et d'impôts, un moratoire de façon à étaler l'ensemble de ces dettes. Et plus tôt j'irai, plus ils seront tentés de m'accorder un moratoire sans clause de nantissement, parce qu'un nantissement, ça donne tout de suite un caractère public à la situation de l'entreprise. Et puis quand j'aurai négocié avec la CCSF, alors là, j'irai effectivement voir mes banquiers, parce que j'apporte des éléments autour de la table, et avec mes banquiers, je vais essayer de négocier l'étalement de ma dette bancaire, de mes encours bancaires, je vais essayer de négocier de quoi financer mon poste client, c'est-à-dire de la facturage, du DAI, etc. Et puis, le cas échéant, je vais essayer de négocier des nouveaux concours, mais je leur apporte concrètement des choses importantes, parce que je leur apporte des effets de commerce de mes clients, je leur apporte des dispositions nouvelles avec mes fournisseurs, je leur apporte un accord avec la CCSF. Donc là, les banques me suivent. C'est donc, on voit bien l'ordre et la nécessité de respecter cet ordre de process. D'accord. Et puis là, une fois que j'ai trouvé cet accord avec les banques, alors je peux me tourner vers mes actionnaires, je peux me tourner vers de nouveaux financeurs, le cas échéant, parce que j'ai quelque chose de crédible et de solide, j'ai un plan de trésorerie, les accords avec les tierces parties. Là, je redeviens bankable, entre guillemets, et je vais pouvoir avancer. Entre-temps, selon les circonstances, j'aurai aussi négocié un accord avec les organismes sociaux internes, d'accord. Et cet accord, il peut porter sur un accord d'entreprise, une réduction du temps de travail, une réduction des salaires momentanés, un accord d'entreprise. Je vous rappelle que les accords d'entreprise sont plus nécessairement, depuis la loi Macron, soumis aux accords de branche, ou alors un PSE si la situation vraiment est lourde et le nécessite. Je dirais culturellement que la négociation avec les organes sociaux en interne, c'est la dernière cartouche à tirer. C'est quand on a tiré toutes les autres cartouches et qu'il manque encore quelque chose pour arriver à équilibrer le plan de retournement. Alors moi, j'ajouterais peut-être un point, et aussi pour te dire qu'il nous reste un quart d'heure seulement, sur cette association ou cette communication avec les employés, avec l'interne, avec vos salariés. Je pense qu'en particulier, quand l'entreprise n'est pas très grande, quand c'est une entreprise de 300, mettons 400 personnes, quelque chose comme ça, il est absolument fondamental d'être transparent, clair avec les gens, de leur dire les choses telles qu'elles sont, et c'est le moment d'enterrer l'âge de guerre. Hein. Il n'y a plus de combat. Là, il faut qu'on soit absolument ensemble pour se défendre, pour aller dans le même sens, pour montrer une belle solidarité. Je sais que cette crise du Covid a démontré des qualités de leadership, a démontré des événements et des mouvements extrêmement solidaires. Je sais qu'on accompagnait une entreprise dans le Jura il n'y a pas très longtemps, et il fallait absolument qu'on arrive à mobiliser l'opinion publique, que ce soit l'opinion locale, hein, les autorités locales, mais aussi l'opinion publique au niveau national, hein, les autorités dont parlait Stéphane tout à l'heure, pour renégocier la dette, etc., pour ne pas justement tomber sous le coup du redressement judiciaire. Et on a réussi par cette capacité d'entente qu'a eu le leader, le chef d'entreprise, avec les différents syndicats, c'était pas simple, etc. Mais on a réussi à faire une opération où toute la ville en fait s'est mêlée, à faire une opération un peu ville morte, à faire une manif en fait, et qui était ensemble avec la direction générale et les employés pour dire à quel point cette entreprise avait de la valeur, à quel point il serait quand même tellement dommage en fait de devoir simplement fermer ou passer en RJ, alors que il y a énormément d'assets, il y a du savoir-faire, et les gens étaient là, ils étaient dans la rue, tous ensemble, pour le montrer. Il y a un autre cas aussi assez connu dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est déroulé un peu de la même manière. C'est le cas d'Ascoval, qui d'ailleurs s'est bien fini. Et donc, il est absolument fondamental de travailler sa communication de crise et de ne surtout pas s'aliéner en fait ces parties prenantes, en particulier en interne. Voilà. Il y a quelques questions aussi, Stéphane, donc Tu viens de faire le pitch, tu es c'est sur parfait. l'adhésion des équipes, donc oui, voilà, j'avais pas Tu viens de remarqué. faire le pitch de l'adhésion des équipes, c'est merveilleux. Pardon. Mais je t'en prie, au contraire, c'est très bien, c'est très très bien. J'ajoute juste Voilà. un point, n'oubliez pas, pour les dirigeants qui nous écoutent, n'oubliez pas le fait qu'il faut aller vite. Il faut que l'ensemble des actions conduites soient cohérentes entre elles. Et donc, ça conduit, d'un point de vue du management des équipes, à redéfinir les missions et les objectifs individuels à très court terme.
Voilà, il ne s'agit plus de dire à un gars, tiens, dans un an, je veux qu'on en soit là, ou ton objectif annuel, c'est ça. Non, il n'y a plus d'objectif annuel. Il y a l'objectif de la semaine prochaine, et voilà. Et donc, il faut redéfinir, en utilisant les hiérarchies et l'organisation opérationnelle de l'entreprise, mais il faut redéfinir les missions des individus à la semaine, au mois, les objectifs annuels, trimestriels, voilà. Oui, on n'est plus dans le temps long. On y reviendra, mais on y reviendra plus tard. Voilà, D'accord. je rappelle quelques points essentiels et on en terminera là. D'accord? Parce que tout ça, ça a une chronologie. Donc, anticiper, c'est prévoir, c'est de la clairvoyance, c'est de l'intelligence. Le rôle du patron d'entreprise, le meilleur patron d'entreprise, c'est celui qui prévoit, qui anticipe et qui sait sortir de son propre déni pour affronter une situation dans laquelle il n'y a pas de culpabilité. Il y a une situation de fait, ce n'est pas de culpabilité. Donc, il faut sortir de ça pour être capable d'anticiper. Voilà. C'est la clé de la performance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Si malgré tout, on se retrouve en situation de difficulté, alors, première question, est-ce que je suis ou pas en situation de cessation des paiements? Parce que selon que la réponse est oui ou non, c'est la route de droite ou la route de gauche. Les process ne vont pas être les mêmes et les ressources à mettre autour de la table ne sont pas les mêmes non plus. D'accord? Donc, la première des questions à se poser, c'est ça. À supposer que la deuxième question à se poser de toute manière, c'est il faut sauver le cash, c'est vital, parce que tenir, que ce soit dans le cadre de la procédure, parce qu'on est en DCP, parce qu'on est en cessation de paiement, ou que ce soit en dehors de toute procédure, parce qu'on n'est pas en cessation de paiement, mais qu'on a besoin de se réorganiser, de se restructurer, dans tous les cas, sauver le cash, on aura besoin de cash. Et donc, sauver le cash, ce n'est pas des mots en l'air comme ça. Ça veut dire que toute dépense qui n'est pas strictement, directement liée à l'effort immédiat de gestion du retournement tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, cette dépense-là, elle est proscrite et qu'il va falloir mobiliser toutes les équipes pour le recouvrement de l'entreprise. Je rappelle qu'évidemment, on aura préalablement négocié avec les clients des effets de commerce pour pouvoir mobiliser le poste client tout de suite, etc. et qu'on aura négocié avec les fournisseurs pour pouvoir différer un peu, gagner du temps fournisseur sur les paiements. Donc, c'est comme ça qu'on va améliorer le cash. La crédibilité du plan, elle est capitale. C'est pour ça que le process d'analyse que j'expliquais tout à l'heure en passant par la business intelligence est un processus essentiel, capable de dire à un banquier, je sais précisément pourquoi j'ai perdu de l'argent. C'est déterminant dans le discours. Le retournement est un processus technique et particulier, on en a largement parlé, je ne reviens pas là-dessus. Il faut réunir les compétences techniques qui sont nécessaires autour de la table, parce que sinon c'est de l'improvisation et c'est très dangereux. Et puis, il faut complètement proscrire la notion de résultat quand on est dans un processus de retournement. On a deux indices à suivre, c'est le BE et le free cash flow. Le free cash flow, c'est la capacité que l'entreprise a à l'instant T à générer du cash. Oui, mais il ne faut pas générer du cash en étranglant les fournisseurs, en ne payant pas les fournisseurs, parce que ça, on ne va pas très très loin. Donc, ça veut dire qu'il faut un équilibre sain entre le BE et le cash que l'on génère. Et puis, j'attire votre attention, et j'en finirai là, sur la relation avec votre commissaire aux comptes, quand vous avez un commissaire aux comptes, d'accord, et la plupart en ont quand même. Le rôle du commissaire aux comptes, son rôle premier, c'est de s'assurer de la continuité d'exploitation. Donc, est-ce que je suis en cessation de paiement, pas cessation de paiement? Et donc, c'est le cash. Tant qu'il y aura une situation cash qui sera correcte, on va dire, le commissaire aux comptes, il ne bougera pas. Il marquera peut-être des réserves, mais il signera les comptes et il suivra. C'est au moment où la situation cash basculera que là, le commissaire aux comptes devra prendre des mesures. Et je vous rappelle que les mesures que peut prendre le commissaire aux comptes, c'est notamment des mesures d'alerte. La première mesure d'alerte, le premier niveau d'alerte, c'est vis-à-vis de vous, dirigeant d'entreprise. Le commissaire aux comptes va vous adresser une lettre recommandée en vous disant « Moi, je crois qu'il y a un vrai danger. » Voilà, mais ça restera entre lui et vous. Je vous rappelle que le deuxième niveau d'alerte, il met en œuvre le tribunal de commerce, puisque la copie de la lettre sera adressée au président du tribunal de commerce. Donc voilà, le commissaire aux comptes, c'est un partenaire, mais c'est un partenaire qui a une responsabilité légale, puisqu'il engage sa responsabilité légale en signant les comptes. C'est donc quelqu'un qui sera de toute manière assez prudent dans l'appréciation de la situation de l'entreprise. Et le cash, la situation du cash, sera déterminante dans son analyse de la continuité de l'exploitation ou non. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie. Ben, Je te écoute, repasse là. merci beaucoup. Si tu peux sortir du partage d'écran, comme ça, Voilà. c'est plus sympathique. Ben voilà, vous avez… alors, justement, le maintien du cash, c'est justement le cash, on en a en ce moment. Hein, donc, tout ça, c'est ne pas, Et on boucle la boucle. pas se leurrer.
ne pas se leurrer sur le fait qu'on a du cash et qu'est-ce que ça veut dire et ne pas commencer à anticiper, à prendre toutes les mesures de contrôle si vous sentez que les bilans ne sont pas, enfin, que la rentabilité n'est plus au rendez-vous. Alors, Aujourd'hui, je me permets de t'interrompre, mais je crois qu'aujourd'hui, la bonne question que devraient se poser les patrons d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, c'est pas la situation cash. On a bien compris que la situation cash, etc., etc. C'est à quoi va ressembler mon bilan 2020. Voilà. Et ouais, on n'est pas loin de l'arrêt des comptes. On va arrêter les comptes le 31 décembre, dans 15 jours d'aujourd'hui. Et moi, je me pose la question à quoi va ressembler mon bilan. Voilà, parce que mon bilan, il va déterminer ma capacité à investir, à recruter, à me redéployer, à créer du business demain. Donc, je vais me poser la question de savoir à quoi va répondre. Et de deux choses l'une. Soit mon bilan est correct et bon, bah, alors, tant mieux la vie. Soit mon bilan est un peu à l'image de ce qu'on décrivait tout à l'heure. Et auquel cas, je me poserai dès maintenant la question de savoir comment je vais anticiper les conséquences de cette situation. ouais, absolument. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a quand même quelques questions. J'ai un anonyme qui nous demande comment s'articulent les interventions de votre cabinet avec celles des gestionnaires de crise. Merci. Donc, alors peut-être qu'on peut, c'est le moment de parler de RTF, je ne sais pas, Oui, justement, pourquoi je pas, te laisse, je te puisque laisse c'est en parler. offert sur un plateau. L'idée du petit groupement qu'on a construit il n'y a pas très longtemps, hein, on vient juste de le lancer, qui s'appelle Restructuring Task Force, c'est de se mettre ensemble avec justement des gens comme Stéphane, qui sont des spécialistes du retournement, des gens du chiffre, des avocats, des gens qui sont comme je pense que Carole est encore là, qui sont des spécialistes RH, hein, du retournement, et puis le type d'activité qu'a mon cabinet, qui est en gestion de crise et en communication de crise. Et là, la partie essentielle de notre travail va être véritablement la gestion des parties prenantes pendant le temps que va durer les difficultés de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on va motiver, mobiliser, comment est-ce qu'on va dire les choses aux salariés, comment est-ce qu'on va aller annoncer les choses et dans quel ordre aux banquiers, euh, au fonds, au conseil d'administration, également à nos clients, à nos sous-traitants, à nos fournisseurs. Donc, quelle va être la stratégie qui va porter en fait la confiance qui est indispensable, parce qu'il faut absolument que toutes vos parties prenantes gardent confiance dans votre capacité justement en tant que chef d'entreprise à retourner et à s'en sortir en fait et à sortir de la situation difficile. Et la façon dont ça s'articule, c'est assez simple. C'est que finalement, en fonction des besoins, soit la task force dans son ensemble peut intervenir pour regarder la situation, auditer, etc. Et puis après, les besoins sont plus ou moins dans un sens, plus ou moins dans un autre. Il y a peut-être déjà des partenaires dans l'entreprise, etc. Ça se fait de façon extrêmement souple et fluide, avec des propositions de conseils à la journée qui sont complètement à la carte. Et voilà. Mais l'idée qu'on avait derrière ce RTF, c'est qu'on se connaît bien, on sait bosser ensemble, on connaît les enjeux du juridique versus les enjeux de la com, on sait manipuler tout ça ensemble sans que ça se marche sur les pieds. Et c'est souvent un peu compliqué à gérer pour le chef d'entreprise qui est en difficulté, qui se retrouve soudainement avec finalement des conseils de tous ordres, des gens qui ne se connaissent pas et qui vont, par crainte ou simplement voilà, pour meubler l'espace, peut-être essayer enfin, ne pas vous faciliter la vie. Là. Toute l'idée, là, c'est d'intervenir ensemble pour que les choses soient fluides et simples. Voilà peut-être cette première J'apporterai juste un question. complément, si tu me Ouais. permets, Emmanuel. J'invite tous ceux qui nous écoutent à jeter un œil sur LinkedIn, sur RTF, Restructuring Task Force. Vous comprendrez l'objet du collectif que nous avons fondé, qui, comme Emmanuel le disait, réunit des avocats, management opérationnel, communication de crise, RH, j'oublie, ah oui, compagnie du chiffre, évidemment. Voilà, pour aider des entreprises qui sont en situation de difficulté. RTF a été conçu, et après, je parlerai d'autre chose, a été conçu dans l'intérêt général. L'idée, c'est pas d'en faire un business extraordinairement profitable, mais particulièrement sur des entreprises qui, elles, connaissent des difficultés.
mais surtout et avant tout d'accompagner des dirigeants qui se trouvent dans des situations impossibles et de les aider à retrouver le Sud. C'est ça la vocation, c'est ça la vocation fondamentale d'RTF. Voilà. Et je vous invite à jeter un coup d'œil sur la page LinkedIn RTF. Vous pourrez en découvrir. Il y a une dernière question Oui. qui est, est-ce que le recours à un chasseur de dettes, j'imagine que c'est quelqu'un qui va chasser peut-être les factures, les encours, enfin, est un outil efficace pour sortir voilà, de la crise? Alors, tout ce qui peut contribuer à améliorer la situation cash de l'entreprise est une bonne chose. Voilà, puisque, on le disait tout à l'heure, la situation cash, ça fait partie, c'est probablement la première ligne. Hein. Est-ce que je suis en DCP? Est-ce que je suis en cessation de paiement ou pas en cessation de paiement? Question numéro 1. Question numéro 2, comment je fais pour sauver le cash? Donc, si ce n'est pas la première des questions à se poser, c'est à tout le moins la seconde. Donc, tout ce qui peut contribuer à favoriser la situation cash de l'entreprise est évidemment une bonne chose à faire. Après, il faut voir le type de créance, parce que faire du recouvrement différé sur des toutes petites créances de type retail, etc., ça coûte très très cher et c'est difficile. Voilà, le niveau de performance n'est pas terrible. Quand on est dans le B2B, dans l'industrie, oui, là, pour le coup, et qu'on a des factures moyennes qui sont très signifiantes, d'un bon niveau, oui, ça peut vraiment valoir le coup de faire appel à des spécialistes. Ok. Eh bien, je crois qu'on a couvert à peu près toutes les questions. Saïd avait une dernière question sur la communication financière. J'ai vu ça passer. Comment Ça, c'est un gérer sa sujet intéressant. communication financière? Alors ça, c'est un sujet qui est vachement intéressant parce qu'il y a Il reste là, 30 on met le secondes. doigt sur une problématique de droit qui est assez amusante. Quand vous êtes une société cotée, alors, le problème de la communication financière, il n'y a pas que les entreprises cotées qui communiquent de façon financière, mais enfin, c'est surtout les entreprises cotées qui sont conduites par obligation, au règlement de l'AMF, Enfin, à communiquer à leurs souscripteurs. Voilà. Donc, l'AMF, le code de l'AMF oblige les entreprises cotées à communiquer toute information qui pourrait avoir un caractère, qui pourrait faire évoluer de façon substantielle le cours de bourse. Donc évidemment, le fait que la société soit en difficulté ou soit engagée dans une procédure, même amiable, est un facteur, est une information qu'en toute logique, respectant le code de l'AMF, je devrais discloser à l'ensemble de mes souscripteurs, donc des gens qui portent des actions de ma société, et donc je devrais faire un communiqué de presse financière là-dessus. Oui, mais l'article 611-15 du Code du commerce interdit toute personne de communiquer sur une procédure amiable qui serait engagée. Toute personne, c'est notamment l'entreprise et le dirigeant lui-même. Donc là, on a un truc assez intéressant. Alors là, il y a une jurisprudence qui, selon les humeurs et les cas, est favorable à la communication, à l'AMF, ou favorable au 611-15 du Code du commerce. Mais c'est la spécialiste finalement de la communication, Emmanuel, EHEA, qui a le dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la situation qui décide de ce qu'il faut faire dans ce cas-là. absolument. Absolument. Bah, il faudra évidemment garder une balance entre ne pas tout dire, mais dire les choses en tout cas suffisamment à temps pour, encore une fois, je le répète, garder la confiance des parties prenantes. Et c'est pas juste de dire bonjour, on a des problèmes, c'est voilà qui on est, voilà ce qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui, voilà ce qui fait que ça va le faire, qu'on est fort de nos assets, de nos projets futurs, de ce qu'on a dans le pipe, etc. On va y arriver et on va prouver par à la fois des projets crédibles et la crédibilité du chef d'entreprise, donc le soin qu'il leur a mis aussi à raconter les choses et à se présenter comme une personne légitime et crédible. Et c'est comme ça qu'on va maintenir la confiance et donc permettre des interactions à la fois fluides, proactives, collectives et en bonne intelligence avec les autorités. Et il est 7h02, donc nous sommes en retard. Mais comme on a commencé à 18h02, vous me pardonnerez. C'est mal. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été parmi nous. Si tu veux bien, on partagera ton support Bien sûr, avec et tes coordonnées. Et puis,
Je crois qu'on se retrouve certainement à la rentrée. On va recommencer à faire quelques webinars. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, faites comme moi, les îles, au moins en photo. Voilà, c'est le début du couvre-feu ce soir. On peut fêter ça dignement. Et à très bientôt. Bonne fête de Noël. Bonne fête à tous, bonne fin d'année. Merci Emmanuel, merci à tous.